Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans la région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Eh bien, nous avons choisi de nous pencher aujourd'hui sur les lendemains incertains, c'est le moins qu'on puisse dire, du dernier round entre Israël et le Hamas de Gaza, ainsi que sur toutes les questions qu'il est légitime de se poser sur la stratégie israélienne, s'il en existe bel et bien une, face aux groupes terroristes islamistes qui tirent finalement quand bon leur semble sur le sud du pays. Rappelons quelques données de référence pour situer notre analyse. Tout d'abord, le moins que l'on puisse dire, c'est que la fin du dernier round entre Israël et le Hamas de ce début mai a revêtu un pénible air de déjà-vu, avec une simple et fragile suspension provisoire des combats, accompagnée, comme après les affrontements de novembre dernier, du légitime mécontentement de beaucoup de citoyens du sud du pays, qui s'étaient quant à eux déclarés prêts à endurer davantage pour percer enfin l'abcès du Hamas de Gaza. C'est très précisément ce qu'a illustré la brève et laconique déclaration de bilan provisoire qui a été prononcée le 7 mai par le spécialiste en communication qu'est toujours Benjamin Netanyahou, après 41 heures d'intenses bombardements et des tirs continus de quelques 690 roquettes. Le chiffre n'est pas une invention. Presque 700 roquettes terroristes sur le sud du pays, un nouveau record d'intensité. Alors, qu'est-ce qu'a dit Netanyahou ? Il a dit ceci. Lors de ces 2 derniers jours, a-t-il dit sobrement, ce qui est étonnant de sa part, eh bien nous avons frappé le Hamas et le djihad islamique avec une grande force, en détruisant plus de 350 cibles, en éliminant des leaders, des activistes terroristes et en détruisant leur QG. Cette campagne n'est pas terminée, note Netanyahou. Tout cela demande patience et sagacité. Nous sommes préparés à continuer, car notre but a toujours été d'assurer le calme et la sécurité des citoyens du sud du pays. Fin de citation. Alors, deuxième remarque, même s'il a ordonné à l'armée de frapper fort les terroristes, notamment en reprenant ce qu'on appelle les éliminations ciblées par drone, qui avaient été interrompues depuis la guerre de 2014, Netanyahou a donc clairement renoncé à lancer de Tsahal dans une campagne de grande envergure à Gaza qui puisse régler le problème du Hamas, entre guillemets, une fois pour toutes. Ce à quoi il ne croit pas du tout, à tort ou à raison. Et finalement, ce renoncement pose donc sur le fond la question centrale d'une érosion de la force de dissuasion de Tsahal, sur laquelle nous reviendrons évidemment dans notre débat. Troisième remarque, certes, en refusant ainsi de se laisser entraîner dans le piège d'une 4e guerre de Gaza, après celle de 2008, 2012 et 2014, que lui avait tendu en fait l'Iran et son bras avancé, le djihad islamique, qui fut lui-même, il faut le répéter, cette fois directement à l'origine de ce nouvel affrontement dans le but de faire diversion, ou du moins de tenter de faire diversion et de disperser la machine de guerre israélienne sur 2 fronts à la fois, au nord et au sud du pays, eh bien Netanyahou aurait sans doute fait preuve, aux yeux de certains analystes, de ce qu'ils appellent une certaine sagesse, en renonçant donc à une grosse opération à Gaza, comme lors du round précédent de novembre dernier. Autre remarque, le problème, c'est qu'à la longue, agir ainsi au cœur du Moyen-Orient face à des groupes terroristes si brutaux et irrédentistes que le Hamas et le djihad islamique, et agir de manière à ce point souple et empirique, en refusant chaque fois de prendre le taureau de Gaza par les cornes, ne fait qu'affaiblir peu à peu le niveau de la force de dissuasion israélienne. Israël apparaît ainsi comme hésitant et de plus en plus récalcitrant à s'engager dans un affrontement central qui donc déboucherait sur un conflit, ce qu'on appelle un conflit asymétrique à basse intensité dans les ruelles surpeuplées de Gaza City, avec tous les problèmes humanitaires et éthiques afférents. Je ne déclenche pas de guerres inutiles, avait déjà déclaré Netanyahou lors de sa campagne électorale, en continuant à ne considérer à tort le Hamas que comme une simple nuisance tactique. Et il avait ajouté « Je recours à la force quand c'est utile, en étant prêt à payer ce prix. Cependant, je suis prêt aussi à payer un prix politique quand on n'a pas besoin de la force. » Sous-entendu qu'il sait que ce n'était pas très populaire, peut-être, cette attitude. « Je veux que chaque père et chaque mère sachent bien que je n'enverrai pas leurs enfants à la guerre sans explorer auparavant toutes les autres options. Il est fort possible qu'il nous faudra mener une large opération militaire dans la bande de Gaza, mais c'est là une ultime option, pas la première. » Fin de citation. Enfin, dernière remarque, en forme d'importantes données, ces atermoiements du gouvernement Netanyahou, qui réduisent chaque fois la marge de manœuvre d'Israël pour le prochain round, ont poussé des experts militaires israéliens à proposer de sortir de cette impasse stratégique en appliquant un plan à 2 étages pour empêcher le Hamas de continuer à dicter le rythme et l'intensité de cette confrontation. Alors, ce plan est le suivant. Premièrement, ouvrir
ou tenter d'ouvrir un dialogue direct avec le Hamas pour fixer des arrangements sécuritaires et socio-économiques afin d'envisager de nouvelles perspectives de la population, pour la population de Gaza quand ce régime s'écroulera tôt ou tard. Et deuxièmement, en cas d'échec de cette première phase de négociation, eh bien, évidemment, il faut planifier, disent ces experts, une vaste opération militaire pour éradiquer le Hamas et désarmer Gaza. Un programme qui, mené de manière synchronisée avec le plan du siècle de Trump, censé être publié dans quelques semaines et qui devrait théoriquement, d'après Washington, résoudre le conflit avec les Palestiniens, eh bien tout cela impliquerait aussi l'Égypte. À signaler aussi, à propos de l'Égypte, un plan déjà en œuvre du président égyptien Sisi concernant Gaza, en 3 phases celui-ci. Tout d'abord, une trêve prolongée, la stabilisation d'une trêve prolongée entre Israël et le Hamas. Deuxièmement, une réconciliation, cette fois-ci opérationnelle et bien réelle entre le Hamas et le Fatah, l'autorité palestinienne donc de Mahmoud Abbas. Et troisième étape, après un long calme, eh bien, tenter d'aboutir à un traité de paix israélo-palestinien. Ça, c'est le plan de Sisi. Alors, pour parler de tout cela, aujourd'hui avec nous dans le studio Qualita, maître Michel Calvo. Michel, vous êtes avocat israélien international. Vous êtes un ancien membre de la Cour criminelle internationale d'arbitration. Vous êtes aussi un ex-militant ayant défendu en France pendant de longues années les refusniks juifs réprimés dans l'ex-URSS. Et vous êtes surtout auteur de plusieurs ouvrages sur le terrorisme palestinien, dont le premier fut le dossier Arafat, qui est paru en France en 2004, aux éditions Albin Michel. Et tout récemment, il y a quelques mois, le Moyen-Orient et la Troisième Guerre mondiale, pourquoi n'y a-t-il pas de paix? Une impressionnante anthologie historique et très documentée sur le terrorisme palestinien régional, qui est paru en anglais aux États-Unis et en Europe. Alors, la première question de notre entretien qui tombe sous le sens, c'est la suivante. Au lieu de se laisser directement dicter les rythmes et l'ampleur de sa riposte par les groupes terroristes de Gaza à chaque round répétitif d'affrontement avec le Hamas et le djihad islamique, l'État hébreu ne devrait-il pas, selon vous, cesser de mettre un fin à ces tergiversations et définir enfin une stratégie claire reposant sur un plan d'action arrêté par les chefs de l'établissement sécuritaire du pays et le Premier ministre? Est-ce que l'heure n'est pas venue? Écoutez, moi, la réponse dépend de l'analyse que vous faites de la situation et des buts que vous recherchez. Que l'on recherche pour le bien de l'État d'Israël, bien évidemment, et du peuple juif sur sa terre, de retour sur sa terre ancestrale. Alors, on peut dire que recevoir des missiles, c'est ennuyeux, c'est dangereux, il faut mettre fin à tout cela, il faut rentrer à Gaza, détruire tout le monde, tuer tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont armés, et puis penser qu'on va en terminer. Or là, si on fait cette analyse-là, on se trompe. Il faut savoir que Gaza est extrêmement important pour Israël et pour le peuple juif et pour le gouvernement actuel et dans la pensée de Netanyahou, bien évidemment. Parce que Gaza et le Hamas et le djihad islamique sont des expressions de l'islam, premièrement. S'il y avait une réconciliation et il y avait en quelque sorte une paix à long terme et une réconciliation entre le Hamas et le Fatah, s'ils n'avaient pas la même idéologie mais des tactiques similaires, eh bien, il y aurait un État palestinien. Et un État palestinien serait imposé par tous les États du monde. Or, cette division des entités terroristes palestiniennes et l'absence de ligne directrice globale et commune est là pour empêcher, en quelque sorte, la création de cet État palestinien par les États qui ne le reconnaissent pas. Donc, c'est une excellente chose. Et puis, même s'il y avait un État palestinien, même s'il y avait une paix, eh bien, cette paix serait illusoire, parce que le problème n'est pas là. Le conflit n'est pas un problème territorial. C'est un problème différent. Et on a toujours traité le problème israélo-palestinien et israélo-arabe. Avant, on l'appelait israélo-arabe. On l'a toujours traité comme un conflit territorial. Or, il ne s'agit pas de ça.
Alors, est-ce que vous pensez, il y a une autre raison qui a été mise en avant par le cabinet Netanyahou et par le Premier ministre lui-même pour renoncer à une opération d'envergure, c'est que la raison de fond de la retenue israélienne serait la conviction de Netanyahou et de son entourage que ces rounds d'affrontements avec les terroristes de Gaza sont directement provoqués et commandités par l'Iran, qui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, voudrait entraîner Israël dans une grosse épreuve de force au sud du pays pour faire diversion avec le déploiement militaire perse en Syrie, près de la frontière nord, que justement Israël n'a pas cessé de combattre, et avec beaucoup d'efficacité, celui-ci. Donc est-ce que vous pensez que ce refus de rentrer dans une confrontation à Gaza à cause du piège tendu par les Iraniens, c'est une bonne raison? De ne pas rentrer à Gaza, c'est une excellente raison. Non, mais d'invoquer l'Iran. Mais l'Iran est derrière tout cela. Ce n'est pas une invention. C'est pas une déclaration. L'Iran est là. Les pays musulmans sont là. L'Iran chiite est là. Ils ont tous ces deux groupes, ils ont la même idéologie, c'est-à-dire de mettre fin à la présence des Juifs sur leur terre en tant qu'entité juive. Alors, il faut vous dire une chose très simple. Les frappes de Gaza à l'heure actuelle, c'est un appetizer, comme on dit, ça met en appétit. Ce qui pourrait... ce qu'on appelle des frappes chirurgicales. Non, ce qui nous arrive, les missiles qu'on reçoit. D'accord. Je dirais que c'est un hors-d'œuvre, un tout petit hors-d'œuvre de ce qui pourrait se passer et ce qui se passera vraisemblablement lorsqu'il y aura une guerre réelle, où les missiles, les 200 000 missiles qui sont pointés à l'heure actuelle sur Israël tomberont sur Israël. Vous faites allusion aux missiles iraniens, aux missiles du Hezbollah. Je fais illusion à tous les missiles des pays musulmans et des pays et de l'islam chiite. Et donc pour vous, finalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la retenue israélienne qui a été bien visible lors des 3 guerres de Gaza, celle de 2008, 2012 et 2014, où là, Tsahal est parti en opération militaire massive, et ça a duré soit une semaine, soit pour la dernière bordure protectrice, ça a duré, Tzouketan, ça a duré 50 jours. Et ces campagnes n'ont pas coupé la tête du Hamas de manière, je dirais, volontaire. C'est que, vous le disiez tout à l'heure, si le gouvernement Hamas venait à disparaître et qu'un vide se créerait qui appellerait finalement, la communauté internationale pourrait appeler l'autorité palestinienne à venir prendre le pouvoir à Gaza. Et là, ça créerait pour Israël un piège diplomatique de première envergure, puisque la communauté internationale demanderait alors la création immédiate d'un État palestinien. Et ça, c'est finalement la raison de fond pour laquelle les gouvernements Netanyahou ont refusé de couper la tête du Hamas. Parce qu'entre nous soit dit, militairement parlant, sans faire ce que les Israéliens appellent Zbang Vegamarnu, c'est-à-dire un coup. Il est vrai que l'armée israélienne dispose de moyens pour régler la question du Hamas en quelques demi-journées. Donc, quand les opérations durent une semaine, 2 semaines, et puis ensuite 50 jours, c'est bien qu'il y a une retenue qui est à l'œuvre, c'est-à-dire répondre de manière graduelle aux provocations du Hamas, mais sans renverser le régime du Hamas. Oui, on pourrait même peut-être aller un petit peu plus loin, couper quelques têtes supplémentaires des dirigeants du Hamas, sans mettre fin à son existence. Son existence est une existence idéologique. Et elle existera même sans les dirigeants du Hamas. C'est une école de pensée. C'est une façon de voir le conflit et de pouvoir le régler. Qui est un petit peu différente de celle qui est adoptée par Abbas. Oui, puisque le Hamas ne veut même pas discuter de la présence d'un quelconque État israélien ou juif sur ce qu'il appelle la Palestine, y compris dans ses frontières d'avant les limites de 1948-49. Ils sont plus honnêtes que les gens du Fatah. Les gens du Fatah appliquent le plan par étapes. Le plan qui a été élaboré par Arafat dans les années 60, fin des années 70. C'est-à-dire on libère petit à petit des territoires et on puis, prend appui pour pouvoir isoler Israël et le prendre même à la limite de l'intérieur, comme ils ont essayé en 2000, avec l'aide des Arabes israéliens qu'ils finançaient. Alors, selon vous, comment, puisque finalement on a quand même un problème,
n'importe quel pays de la communauté internationale qui recevrait 1 ou 2 missiles, je ne parle même pas des États-Unis s'il en recevait du Mexique, ou de la France si on en recevait des Corses, ou des Espagnols qui en recevraient de la Catalogne ou du Pays-Bas, n'importe quel pays souverain avec son territoire en tant qu'entité indépendante, dont le but justement d'un État, c'est l'obligation qu'il a de protéger ses citoyens, n'importe quel État de la communauté internationale, il n'attendrait pas de recevoir 690 roquettes, sans parler de toutes celles qui ont été envoyées depuis qu'Israël s'est retiré de Gaza, des milliers, voire des dizaines de milliers de roquettes. Comment Israël devrait-il agir à Gaza pour être efficace et sortir de ce cycle infernal des rondes d'affrontements répétitifs et rétablir en fait sa force de dissuasion? Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, on s'est débrouillé assez bien quand même, puisqu'on arrive déjà à supporter ces missiles, ça c'est le premier point, qu'il y ait si peu de morts et de blessés. Et puis, sachez que nos frappes sont efficaces, et on pourrait frapper plus, et on pourrait frapper éventuellement moins, tout en ayant le même résultat. Alors, la stratégie de Netanyahou de ne pas rentrer à Gaza, elle est excellente. Elle démontre que le conflit ne peut pas être résolu avec ces gens-là, et que lorsque les États européens nous parlent de paix, il ferait mieux d'aller voir dans leur propre pré ce qui s'y passe, notamment dans leurs banlieues qui sont inaccessibles. Donc il ne faut pas voir le problème tout à fait négativement. Et puis, il y a une chose aussi que l'on doit prendre en considération. Si les musulmans n'acceptent pas les juifs, et que les juifs sont encore persuadés qu'il est possible d'arriver à une paix avec les musulmans, eh bien, je dirais, en me le passant d'un autre côté, c'est-à-dire d'un autre côté d'une autre vision, c'est-à-dire en regardant en arrière les événements, quelle va être et quelle est la conséquence, c'est que les juifs vont penser qu'il n'est pas possible de faire la paix avec les musulmans. Et que, en fait, on pourrait peut-être penser que nous avons commis de graves erreurs. Nous avons refait, si je ne me trompe pas, les mêmes erreurs que les explorateurs. Nous ne sommes pas rentrés dans la terre. Elle nous a été donnée par Dieu. Dieu nous a dit que l'on devait rentrer et de ne pas commettre la même erreur qu'auparavant. Eh ben, nous l'avons recommencé. Ce n'est que dans les années 75, 76, alors que nous avions en 67 la totalité des territoires et qu'il fallait s'implanter là-bas dedans. Nous avons commis cette erreur. L'erreur, qui n'est pas une erreur, que l'on considère comme une erreur, c'est-à-dire d'avoir laissé Gaza, qui est aussi, cette zone-là, une zone qui était censée nous revenir, d'après les prophètes, ça nous a permis de comprendre qu'il n'est pas possible de donner la terre, et que donner la terre ne nous apportera pas la paix. Et lorsqu'on pense que abandonner la terre est une bonne chose si on obtient la paix... C'est la formule d'Oslo, les territoires en échange de la paix. Exact, c'est un leurre, parce que la paix, c'est quelque chose qui change, qui est constant, les territoires, c'est quelque chose de fixe. On ne peut pas lier les deux choses de cette manière-là. Vous aurez toujours d'autres gens qui viendront ensuite et diront « je veux plus de territoire ». Pour vous donner la paix. Non, et en plus, au niveau des mentalités, on sait que dans les mentalités qui prévalent dans la région, tout geste israélien, tout retrait israélien est interprété comme un signe de faiblesse et produit une surenchère anti-israélienne. Oui, alors la base de cela tient dans le Coran, se trouve dans le Coran. Le Coran dit, vous devez rentrer sur la terre. Le Coran parle des Juifs, des Bnei Israël, des enfants d'Israël. Vous devez revenir sur la terre et je vous ferai revenir en masse. Mais ça, c'est des sourates qui sont censurées par les... Non, elles ne sont pas censurées, elles existent. Elles existent. Mais alors, ils expliquent qu'on n'est pas les Juifs. Voilà, on n'est pas les Bnei Israël, les enfants d'Israël. Okay, ça, c'est une subtilité. Une argutie, une subtilité, mais Dieu n'est pas idiot. Il sait très bien ce qu'il en est. Hein. Bon, et nous le savons aussi que nous sommes les fils d'Israël. Demandez aux chrétiens si nous sommes les fils d'Israël ou pas. Nous le sommes. Okay. Et donc, quand ils voient que les Juifs se retirent ou que les Juifs n'avancent pas, n'assument pas ce que le Coran leur dit d'assurer. Il est dit dans le Coran, si vous ne faites pas ça et vous ne rentrez pas, vous aurez des difficultés après.
vous en pleurerez. Et c'est vrai que nous en avons pleuré avec tous les attentats. Nous n'aurions jamais dû donner... Vous parlez d'Oslo, en fait. Oui, exactement. Oslo, absolument. Alors, est-ce que tout de même, à propos de tous ces dilemmes stratégiques israéliens, ne pensez-vous pas que l'un des problèmes de fond, alors on a parlé des Iraniens, on a parlé du mauvais facteur que serait la prise du pouvoir de l'autorité palestinienne à Gaza, mais ne pensez-vous pas qu'il y a pas seulement donc l'Iran et ceux dont on vient de parler, mais le fait que le face-à-face Israël-Hamas constitue un conflit, donc comme je disais, à basse intensité, un conflit asymétrique entre un État de droit doté d'une armée conventionnelle, elle-même régie par des directives humanitaires, eh bien, un État de droit qui est confronté à une entité terroriste mafieuse, brutale, sans foi ni loi, et pour qui la fin justifie les moyens. On le voit bien quand le Hamas se sert sans cesse de façon systématique en toute situation de ces civils et des civils palestiniens de Gaza comme des boucliers humains pour paralyser les offensives israéliennes. En fait, Netanyahou avait résumé à sa façon le grand dilemme éthique et moral que ces pratiques posent pour Israël et son armée quand il avait déclaré en 2014, rappelez-vous, la grande différence entre le Hamas et nous, c'est que le Hamas se sert de ses civils pour protéger ses arsenaux et ses armes, alors qu'Israël se sert de ses armes pour protéger ses habitants. Et pensez pas que dans la mentalité israélienne, il y a dans l'establishment militaire et donc dans l'establishment politique, il y a une réticence à lancer un conflit asymétrique dans les zones surpeuplées qui donnerait une très mauvaise image à Israël et qui causerait de toute manière même si Israël fait tout pour éviter les pertes civiles, il y a forcément des victimes collatérales dans une confrontation de ce genre. Est-ce que c'est pas un aspect du problème de Gaza ? Bien sûr, c'est un aspect important. Mais vous savez, les frappes que nous faisons sont des frappes chirurgicales, vraiment chirurgicales, et peu d'États ont la capacité militaire de pouvoir effectuer de telles frappes. Je me souviens, je vous raconte une anecdote. Ma fille Naomi, que vous connaissez, qui a fait des études de droit à l'Université hébraïque de Jérusalem et également en droit et en sciences politiques, a passé le concours avec certaines personnes du CICR, de la Croix-Rouge, sur le droit humanitaire. Comité international de la Croix-Rouge. De la Croix-Rouge. Et ils ont montré, lors de ces il y avait plusieurs universités qui étaient représentées en Israël et qui ensuite devaient aller en Géorgie, à Tbilissi. En fait, les Israéliens ne se sont pas déplacés. Enfin, l'équipe qui a été sélectionnée, c'est-à-dire l'équipe de l'Université hébraïque de Jérusalem, dont Naomi était un des trois membres, ne s'est pas déplacée parce qu'il y avait des examens ce jour-là. Mais on nous a montré, le CICR a montré des images, a projeté des images de ce qu'il était possible de faire et de ne pas faire. Et en prenant pour exemple Israël. Oui, en prenant pour exemple Israël, en prenant la guerre de Gaza comme exemple. Et on peut dire que les Israéliens se sont très très bien comportés, avec une précision, j'allais dire, chirurgicale. Mais je dirais c'est comme dans un hôpital. Mais donc, vous voulez dire par là que, à vous écouter, d'ailleurs, on est un peu surpris parce que ce n'est pas le ton habituel des instances internationales qui, au contraire, vilipendent d'Israël. Mais là, elles le font volontairement. C'est une part de leur guerre contre Israël. Et il ne faut pas penser que nous soyons seuls face aux musulmans. Nous sommes aussi face au monde chrétien. Et à part les évangélistes qui sont là et qui pensent que Jésus va revenir et que si nous sommes là, c'est parce que le Messie qui était Jésus va se réincarner à nouveau, ne pensez pas que, à part cela, nous ayons que des amis au niveau de la chrétienté. De l'Europe, regardez le Vatican, lui-même le Vatican, n'a toujours pas mis fin à certaines de ces branches, de ces organisations parallèles qui financent le BDS, qui vont avec le BDS. Dans quel état d'esprit font-ils ça ? Et donc, on est finalement dans une confrontation qui n'est pas seulement géostratégique ou militaire. Vous mettez en exergue l'aspect très professionnel des frappes de Tsahal, mais en même temps quelque chose qui dépasse de loin le problème militaire. D'ailleurs, je voudrais, en vous écoutant, ça m'a fait penser aussi à la remarque qu'avait faite
une des sommités juridiques israéliennes, le professeur Asa Kasher, qui est l'auteur du code éthique de Tsahal, et qui m'avait raconté, lorsque je l'avais interviewé pour une recherche que je faisais dans ce domaine, la chose suivante, c'est que il était, tout comme la Croix-Rouge sait très bien qu'Israël se modère et frappe de manière chirurgicale, eh bien, il était l'invité à plusieurs reprises de séminaires spéciaux organisés par les grandes écoles d'officiers des pays membres de l'OTAN, qui savaient très bien qu'Israël était à l'avant-garde de la guerre, je dirais, éthique, enfin, en tout cas des pratiques préservant les victimes collatérales du camp ennemi, et lui était invité en tant qu'Israélien pour expliquer donc aux officiers des grandes armées de l'OTAN quelles sont les procédures à la fois juridiques et techniques pour mener une guerre propre, ce qui n'est pas toujours facile. Oui. On l'a bien vu avec les Russes, n'est-ce pas, en Tchétchénie, les Américains en Afghanistan et au Pakistan. Lorsque les Occidentaux, quels qu'ils soient, mènent leur guerre, ils ne prennent pas les mêmes précautions que l'armée israélienne. Ah oui, et les Russes ont réglé leurs problèmes tchétchènes. Oui. Et nous sommes toujours avec le même problème. Alors, mais sachez une chose, c'est que lorsque vous disiez guerre asymétrique et qu'ils envoient des gens pour protéger leur installation de missiles et qui se font descendre automatiquement, ils ne commettent rien de mal. En fait, ces gens-là, selon leur cosmogonie, leur façon de voir le monde, vont au paradis. Et vont en plus de ça trouver 72 vierges, des Houthis. C'est ça. Mais alors, vous comprenez, on est dans deux mondes parallèles, deux mondes de pensée parallèles qui ne se voient pas. Eux savent comment nous pensons, mais nous ne savons pas comment eux, ils pensent. Oui. Et c'est la grande erreur des Israéliens. C'est là la grande erreur des Européens. C'est là la grande erreur, vraisemblablement, du plan de Kouchner, qui dit qu'on va donner de l'argent pour calmer les esprits. Mais l'argent ne va jamais changer l'islam. L'argent, des billions de dollars ne vont jamais changer leur façon de percevoir notre existence ici sur cette terre. Le seul moyen de leur faire changer leur perception, c'est de dire que nous sommes les fils d'Israël et que nous revenons sur notre terre. Un point, c'est tout. Et de leur tenir ce langage. Et s'ils ne sont pas contents, le Coran dit exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que leur visage va fondre sous l'effet de... Et ils y croient à cela. Donc on peut leur parler de cela. Et est-ce que vous ne pensez pas tout de même que, ce qu'on disait tout à l'heure, à l'appui de ce que vous venez de dire, il est vrai qu'il ne s'agit pas d'un conflit territorial. Moi, j'appelle ça un conflit de civilisation. Qui a pour enjeu une dispute territoriale, mais qui excède beaucoup de très loin le problème territorial, puisque le Hamas n'est prêt à aucun compromis, ne veut pas de présence d'un État juif souverain en terre d'islam, ce qui contredit le Coran, contredit leur charte. D'ailleurs, dans leur charte, comme celle de l'OLP, eh bien, on voit écrit en toutes lettres que les Juifs ne sont pas un peuple méritant un État, mais une des religions du livre. Et donc, il y a des milliers de raisons religieuses de leur point de vue pour lesquelles Israël n'a pas le droit d'exister. Mais est-ce que si on amène ce corpus d'explications, ça veut dire que les rounds avec Gaza et je dirais la confrontation va durer indéfiniment ? Oui, ça peut durer indéfiniment ça se terminera à partir du moment où on saura comment se brancher sur les façons de penser et de bloquer leur façon de penser. Tout simplement. Ils ont un grand problème. Le Coran leur a dit, vous allez vous épandre dans le monde entier. Et ils ont vu que en 1515, ils sont montés jusqu'aux portes de Vienne, et après, ça s'est rétréci. Ils ont vu que le monde que le Coran n'a pas exactement dit la totalité. La même chose pour le monde chrétien. On était d'abord le peuple déicide, ensuite on a dit on n'est pas vraiment le peuple déicide nous-mêmes, ou en tout cas si nos ancêtres ont tué Dieu, comme si Dieu pouvait être tué, eh bien, on n'était pas responsable. Le peuple juif, à l'heure actuelle, n'est pas responsable. Donc, vous voyez, il y a un problème chez eux. Ils ne comprennent pas pourquoi, en dépit dans toute l'histoire de l'humanité, nous sommes le seul peuple qui a continué d'exister. Et Rousseau se posait la question aussi, et il disait, il ne croyait pas forcément en Dieu, mais il croyait en l'être suprême, mais qui était peut-être Dieu à sa façon. Eh bien, tout cela les questionne sur
leur rôle dans l'humanité et les questionne sur leur mission future. Et il y a un véritable problème métaphysique là qui se pose. Donc au cœur, le noyau central pour vous, vous écoutez du conflit, c'est pas des problèmes de stratégie, c'est pas un problème d'Iran, c'est une conception ontologique, religieuse, métaphysique. D'ailleurs, ça me met en tête l'une des dernières interviews qu'avait donné l'un des dirigeants du Hamas de Gaza, Rantissi, qui, avant d'être éliminé par un drone israélien, dans les années 2000, avait eu ce mot qui était resté célèbre et qui, quelque part, focalise un petit peu le type d'explication que vous donnez au niveau de la différence des mentalités. Il avait dit nous, les Palestiniens, il avait présumé, nous vous vaincrons à vous les Israéliens parce que nous aimons plus la mort que vous aimez la vie. Et donc il y a là une mentalité assez étonnante. Non, ils ont tout simplement dit ils nous ont simplement dit que vous Juifs, vous pensez à la vie, mais il y a une après-vie. Et pour nous musulmans, eh bien, cette après-vie est meilleure que la vie actuelle. Et c'est vrai qu'on peut dire que quand on vit dans le désert, qu'on est un descendant de tribus arabes ou de tribus égyptiennes ou autres, c'est vrai que lorsque la terre n'est pas verte, lorsqu'il n'y a pas d'eau, eh bien, et que l'on vous dit que dans l'après-vie, il y a de l'eau, et puis, en plus de ça, vous pouvez assouvir tous vos délires sexuels avec 72 vierges en plus. C'est vrai et que vous y croyez. C'est vrai qu'il vaut mieux que choisir la mort, c'est-à-dire l'après-vie, que la vie. Mais ils sont complètement dans l'erreur parce que il est dit dans le Coran qu'il est interdit de se suicider. Il est interdit de se suicider. Donc, ils commettent une grave erreur, là. Alors, pour redescendre un petit peu sur Terre, puisque on en revient à une dernière question, à l'aspect logistique et technologique qui était au centre de la stratégie d'Israël, les derniers rounds, et surtout le dernier affrontement du mois de mai avec le Hamas et le djihad, ont mis en avant la question de l'efficacité ou non du système anti-roquette israélien qui s'appelle Kippat Barzel, le dôme de fer, puisqu'en effet, le nombre assez important de victimes israéliennes qui ont été totalisées lors de ce round, à savoir 4 morts et presque 200 blessés, a été seulement 41 heures de blitz, donc en moins de 2 jours, a amené les experts à se reposer la question de l'efficacité de ce système anti-roquette. Alors, s'agit-il là, selon vous, d'une question légitime, puisqu'en fin de compte, en un peu moins de 2 jours, les terroristes de Gaza, je l'ai dit, ont tiré en tout quelques 690 roquettes vers Israël. Mais la plupart ont explosé dans des espaces ouverts, pendant que 240, c'est-à-dire un tiers à peu près d'entre elles, de ces projectiles qui étaient dirigés vers les zones urbaines israéliennes, ont été interceptés par les batteries du dôme de fer. Donc un taux d'efficacité sur les roquettes de 86%, oui. Avec seulement 31 roquettes qui ont explosé en zone peuplée, dont 21 sur des maisons habitées. Donc en fait, on a reproché dans certains articles de presse, on a posé la question de l'efficacité du dôme de fer, mais il est vrai que la statistique reste excellente. Dans les autres guerres, il y a eu 90% de réussite, cette fois-ci 86%, donc le dôme de fer n'est pas en question finalement. Mais est-ce que les gens qui ont écrit sur l'efficacité ont proposé quelque chose d'autre que le dôme de fer ? C'est là la question. Il faudrait peut-être qu'ils aillent faire des études au Technion pour améliorer le système. Il y a eu le général, Yaakov Amidror, qui est l'ancien chef du département de recherche au renseignement de Tsahal et qui est actuellement le expert à l'Institut de Jérusalem d'études stratégiques, qui a dit que dans le cas particulier du round du mois de mai, certaines roquettes avaient pu, notamment celles lancées sur Ashkelon, toucher plus que d'habitude des maisons et le dôme de fer ne pas arrêter suffisamment de ces roquettes. Pourquoi ? Parce qu'il a expliqué que quand les terroristes font un tir groupé, un tir très massif en peu de temps,
je dirais, les installations radar, etc., ne peuvent pas annihiler toutes les fusées. Oui. Et d'autre part, a-t-il dit, quand il y a tir à moins de 4 km, et que c'est dans une proximité trop grande, là aussi, le dispositif est carent. Oui, oui. Et alors donc, il a raison, et alors donc on va vers d'autres mises au point technologiques. Je dirais que Israël devrait prendre des mesures préventives, ne pas attendre que les missiles soient envoyés et tirer déjà, ou tirer sur les entrepôts. Parce que ce qu'on a fait après, on a tiré sur les entrepôts de missiles. Parce qu'on sait où sont les entrepôts de missiles. Comme on sait exactement où est-ce qu'il y a des gens qui habitent et des gens qui n'y habitent pas. Oui, mais alors, ça repose le problème du conflit asymétrique, puisque Israël, lors des 3 précédentes guerres dont j'ai parlé en 2008, 2012 et 2014, n'a pas hésité à tirer sur des mosquées, sur des terrains de foot et même sur des écoles de l'UNRWA, quand il était avéré que ces lieux publics étaient en fait des bases terroristes. Donc en fait, il y a là un problème, je dirais, d'exposition médiatique qui n'est pas prêt de se terminer. Oui, mais la loi internationale permet, par exemple, quand vous avez des missiles dans des mosquées, de tirer sur les mosquées. À vous de faire le choix. Si c'est important pour vous de faire sauter la mosquée avec les gens qu'il y a dedans, ou si vous acceptez de recevoir les missiles parce que vous pensez que vous pouvez les détruire en vol. Tout ça, c'est une question de choix. Et ça, c'est une question parfois très difficile. Mais justement, vous qui êtes avocat et vos enfants continuent des études juridiques, certains d'entre eux en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas, c'est ce que j'essayais de vous faire dire, mais vous n'avez pas répondu. Alors peut-être vous allez le faire maintenant. Est-ce que répondez, je vous dirai oui ou non. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas dans les cercles dirigeants israéliens, et notamment au niveau d'une partie de l'état-major, ce qu'on appelle une judiciarisation excessive du champ de bataille. Il paraît qu'il y a énormément de juristes, dont certains ont été peut-être formés par ma femme, mon épouse Karine. Peut-être bien, mais est-ce que c'est pas un risque ça d'être à ce point formel et de je vais vous raconter aussi une dernière anecdote. Lorsque j'avais fait une conférence dans un café internet à Tel Aviv sur les dilemmes de Tsahal face donc à tous ces problèmes il y a quelques années, et que j'avais énuméré toutes les précautions prises par Tsahal lorsqu'elle distribue des tracts pour avertir les habitants de sortir, lorsqu'on fait ce qu'on appelle la tactique les garets d'Atatikra, c'est-à-dire d'envoyer un petit missile, à blanc qui n'a pas d'effet dévastateur, mais qui fait beaucoup de bruit pour chasser les gens en leur disant que cet endroit va être ciblé. Toutes ces précautions, et j'avais en face de moi, et j'ai donc avancé dans ma conférence, et j'avais en face de moi un monsieur qui avait plus de 80 ans, qui avait une splendide tête, qui ressemblait à Joseph Kessel, avec une tignasse léonéenne blanche qui me regardait et qui a posé la première question. Il m'a dit je suis passionné par vos explications sur les précautions juridiques, les précautions humanitaires israéliennes, mais me-t-il dit, moi j'ai combattu dans la Haganah pour la guerre d'indépendance, et en vous écoutant je me suis dit que si nous à l'époque on avait pris des précautions du même genre pour agir avec des pincettes vis-à-vis de nos adversaires, mais on ne serait pas là ce soir, le dos au mur sur la mer, au bord de la mer à Tel Aviv, en train de raconter des choses pareilles. Donc il y a un vrai problème, m'a-t-il dit. Non, il n'y a pas de problème, parce que les armements qui existaient à l'époque ne permettaient pas forcément de faire ces distinctions ou des frappes chirurgicales. Les armements que l'on a le permettent. D'un autre côté, il faut vous dire que le droit humanitaire a évolué depuis 1948, et il y a de plus en plus de contraintes qui sont mises. On considère que même les terroristes ont le droit à la vie et que il n'est pas bon de s'en débarrasser, à la limite. Il y a même des gens qui vous diront: vous n'avez pas le droit de faire des frappes ciblées, car ce n'est pas alors il y a une connotation de justice, on vous dira ce n'est pas juste. Il faut l'attraper et le juger et le mettre en prison pendant 3, 4 ans ou 5 ans ou 10 ans, avec les réductions de peine, disons, et avec les règles normales, c'est la moitié du temps, et puis ils ressortent et ils refont la même chose. Mais les Européens qui ont prôné ce genre de choses sont en train, à l'heure actuelle, par un juste retournement de l'histoire, sont en train de subir le même problème avec les gens qui retournent, les gens de Daesh qui retournent, et les enfants
des gens de Daesh qui retournent. Ils ont très bien compris maintenant que ces enfants-là ont été éduqués, ont été traumatisés et qu'ils vont recommencer. Ils vont recommencer exactement les mêmes choses que leurs parents ont fait. Donc, l'histoire est pleine d'humour. Dieu adore l'humour. Dieu adore les histoires et il leur renvoie au visage les accusations qu'on nous a faites. Eh bien, merci Michel. Nous arrivons au terme de notre entretien sur cette note à la fois humoristique et optimiste, et en même temps sur l'idée que finalement directrice, que les engagements ne vont pas prendre fin entre Israël et le Hamas de Gaza, et que Israël continuera finalement sa manière d'être à l'avant-garde dans les frappes chirurgicales et les précautions humanitaires, puisque ces dirigeants à la fois juridiques et militaires sont envoyés dans les pays de l'OTAN pour servir de formateurs aux armées occidentales afin de les préparer à agir, à faire des distinctions humanitaires sur les terrains de conflit asymétriques. Alors, en tout cas, merci d'être venu dans notre Je vous remercie de m'avoir invité. Et puis à bientôt et à la semaine prochaine. Merci.